vous l'avez compris, je suis 20e. Moi, le siècle d'or. Je connais mes classiques, mais ils sont français, en fait, pas espagnols. Et d'ailleurs, Vincenzo m'a contacté en me disant... Tu vas être la seule personne qui n'a pas parlé du siècle d'or espagnol. Tu vas parler de l'Espagne. J'ai dit, bon, d'accord, c'est très bien. Mais pour moi, Camus et l'Espagne, c'est l'état de siège. Il me dit, oui, mais ça, c'est mon sujet de thèse. Je dis, ah, d'accord. Donc, je vais quand même parler de l'état de siège parce que c'est très important pour moi de le mettre en rapport avec justement cette hispanité, si on veut, effectivement, qu'on retrouve chez Camus. Mais donc, je me suis proposé de présenter ce rapport de Camus à l'Espagne. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Alors, ici, quand même, l'originalité, ça va être que ça ne va pas seulement être ça va être une Espagne scintillante parce qu'elle est effectivement variée, il y a plusieurs aspects à traiter, à présenter. Mais on a rajouté, parce que Vincenzo me l'a demandé aussi, alors on est très obéissant, on fait toujours ce que nous demande Vincenzo, la question de la réception. Comment a été représenté ce théâtre d'Albert Camus, donc en Espagne. Ça va être un peu ma deuxième partie. Et pour ce qui est du scintillement, il va être très, très, très en rapport avec cette complexité que j'ai déjà entendu nommer plusieurs fois, mais qui, pour ma part, va prendre des chemins plus près, qui se rapprochent davantage d'un esprit... alors, je ne vais pas dire anarchique, parce que je sens que ça crée des confusions, mais vraiment le côté anarcho-syndicaliste d'Albert Camus. Et là, je vais vraiment souligner, parce qu'on vient de parler de Nada, et on va peut-être à nouveau l'évoquer, Nada, il est nihiliste. Ça ne veut pas dire anarchiste. Alors bon, on peut rentrer dans les détails et les précisions de la définition plus tard si vous voulez, mais bon, là, je tenais à commencer par ça, parce que c'est vrai que... Qu'est-ce que vous voulez j'ai eu un directeur de thèse qui me disait que moi, je l'avais tété, l'anarchisme. Alors, maman, elle n'était pas anarchiste, maman, non. Mais papa, oui. Et alors, c'est peut-être vrai, je dis pas non, que j'ai grandi avec ça. Et en fait, vous savez, ce que j'en sais, c'est que d'abord, c'est un système de valeurs très fort qui est derrière ça. Et donc, c'est effectivement ce que je retrouve chez Albert Camus. Je n'ai aucun problème pour le retrouver. Et c'est ce qui me fait donc rapprocher ces deux systèmes de vie, finalement. Et puis, l'autre chose qui est très surprenante, c'est que moi, tous les anarchistes, amis anarchistes que j'ai connus de mon père, c'était des gens très organisés. Vraiment. Bah, forcément, c'est à leur manière. Hein. On a un ordre différent de celui qui est normalement établi. Mais chacun a un ordre qui lui convient pour ce qu'il veut faire. Donc voilà, c'est ça. C'est le côté, si vous voulez, créatif, autonome, etc. Ça, c'est dans cet esprit anarcho-syndicaliste. Donc tout ça pour parler de cette histoire de mon scintillement. Je vais essayer de se structurer ici comme ça, de manière un peu organique, évidemment. Ce que représente donc d'abord l'Espagne pour Camus. D'abord, comment il présente l'Espagne à travers les textes. Je vais faire quand même un peu vite, hein, parce qu'il y a des choses qu'on sait aussi, les questions de pourquoi aussi, on peut se demander pourquoi il a cette tendance à vouloir se rapprocher de l'Espagne. Bon, il y a des réponses, je ne sais pas si on les a toutes déjà, mais bon, il y a les questions de la famille, il y a la question des contacts, mais surtout les lectures, finalement, sa formation passe énormément à travers les lectures, donc c'est classique qu'on est en train de traiter ici. Et puis, donc, la deuxième partie, ce sera ce que représente Camus pour l'Espagne, cette réception. Surtout pour le théâtre, j'ai vraiment orienté cette recherche sur le théâtre, comment il est présenté en Espagne, le théâtre Albert Camus, mais bon, je vais aussi évoquer 2 ou 3 autres textes qui sont parus récemment. Alors voilà, ouais, ça va, vous pouvez lire quand même. Je voulais commencer avec ce texte, cette citation de Jacqueline Lévy-Valenzi, qui a été la première camusienne à évoquer cette force de la présence de l'Espagne dans l'œuvre d'Albert Camus. Donc c'est un texte de 1968 où elle dit que l'attachement de Camus à l'Espagne est un attachement à la fois viscéral et intellectuel, sentimental et politique, un engagement de cœur et de tête qui donne à certains thèmes essentiels certains de leurs symboles les plus riches
Et voilà l'énumération: la fidélité, l'exil, la liberté et l'orgueil de vivre. Ça, c'est une énumération qu'on peut retenir. Et ce que je vous propose, c'est de commencer un peu par cette idée d'exil, parce qu'elle me permet de parler aussi de quelqu'un d'autre, et que c'est des rapprochements intéressants. C'est-à-dire, voilà, c'est vrai que le rapport de Camus avec les Espagnols exilés en France est très fort, et il y a quelque part un sentiment d'exil qu'il partage. Donc, déjà, avant d'être en France, en Algérie, Camus a connu des exilés espagnols qui étaient pour la plupart donc, des libertaires ou des républicains qui ont fui au moment de la guerre civile, bien entendu, l'Espagne. Et ça, c'est évident. Il a des contacts, il connaît, et il est au courant aussi, surtout, des nouvelles et de l'actualité en Espagne. D'un autre côté, il y a un autre exil qui est celui de Camus au sein de sa famille, c'est-à-dire c'est la seule personne de sa famille, de sa petite famille, qui aime la littérature, qui a un intérêt pour la littérature, d'abord qui sait lire, ni sa mère ni sa grand-mère savent lire. Le frère, bon, apparemment oui, mais c'est pas forcément ce qui l'intéresse le plus. Et puis après l'oncle qui ne sait pas non plus. Enfin bref. Il est un peu différent. Là, pour le coup, c'est plus une question d'étrangéité, si on veut, qui rentre en jeu ici. L'exil de Camus en France, donc, il est certain, il évoque une certaine nostalgie pareille. C'est vraiment comparable à cet exil que ressentent ces Espagnols en France. Et là, on les retrouve. Et le dernier point que j'indique ici, c'est que sensible donc à la blessure que la démocratie espagnole a dû souffrir, non, à cause donc du franquisme, lorsqu'en 1952 l'UNESCO déclare que l'Espagne est incorporée à l'UNESCO, Camus réagit en disant qu'il cessait d'être conseiller de l'UNESCO, d'accord ? Ce simple geste a circulé tout de suite comme une grande nouvelle parmi les exilés espagnols. Et c'est là où Camus a commencé à recevoir plein de lettres de félicitations pour ce simple geste. Lui-même n'en revenait pas et il était très surpris de cette réaction. Et on comprend que vraiment c'est les exilés espagnols qui étaient attentifs d'abord aux réactions des intellectuels français en général, et il se trouve que Camus avait réagi en particulier, et déjà il était très présent auprès de ces exilés, mais là il est devenu vraiment le grand représentant de toutes ces émotions, si vous voulez, des exilés espagnols. Rien que par ce geste. Et ici, je l'ai aussi reproduite après, mais on ne la voit pas réellement, c'est une transcription de la lettre qu'écrit Pau Casals, le musicien et le violoncelliste, à Albert Camus, pour la même raison, pour le féliciter. D'accord ? Et la particularité de cette lettre, c'est que donc, Pau Casals, c'est aussi déjà quelqu'un de très connu à cette époque-là, et il l'écrit en disant que bon, ben, lui aussi, il vit dans l'exil. Et lui, son geste, vous le savez sûrement, ça avait été de décider de ne pas interpréter, de ne pas jouer en public tant que le régime de Franco ne serait pas dénoncé, publiquement, enfin. Donc, il rejoint Camus, il le félicite. Et la particularité de cette histoire-là, c'est que quelque part, ils ont beaucoup de points en commun dans leur vie, dans leurs réactions, dans leurs attitudes, dans leurs pensées, Camus et Pau Casals. Et devant l'abondante correspondance qui se présente à lui, Camus, pour Pau Casals, écrit une lettre à la main, alors que les autres, il les faisait écrire les réponses à sa secrétaire. D'accord ? Ça ressemblait tout un peu les réponses. Mais pour Pau Casals, non, il lui dit que
ce qui le touche le plus, c'est que c'est un artiste qui le félicite. Et qu'en plus, c'est un artiste espagnol. Voilà, donc c'est intéressant de voir que vraiment, il y a une sorte d'identité au niveau de l'idéologie, du vécu, entre ces deux grands artistes. Donc, voilà, l'Espagne scintillante, c'est un peu tous ces aspects personnels, la famille. Moi, je ne sais pas, j'en ai pas entendu parler parce que je suis arrivée tard, mais je pense qu'on en a parlé de ces origines minorquines de Camus. Mais bon, je ne veux pas trop m'en parler parce que les gens de Minorque sont convaincus que Camus parlait catalan, quoi, si vous voulez. Alors, il faut leur dire, peut-être pas, non, comme on a évoqué ce matin, qu'il ne parlait pas vraiment non plus l'espagnol, un petit peu d'accord, mais que ça n'allait pas forcément très loin, d'après ce qu'on en sait, c'est lui-même qui le dit. Donc, mais non, mais oui, sa grand-mère, oui, sa grand-mère, oui. Sa grand-mère, on est d'accord. La grand-mère parle catalan, c'est vrai, et le catalan de Minorque, c'est vrai, qui est assez particulier aussi. Et il est probable que si elle se retrouvait avec de la famille qui le parlait encore, elle le parlait, mais Camus, c'est non. Hein. Voilà, bon, malgré tout, maintenant, c'est un peu difficile actuellement de vouloir confondre les Baléares et l'Espagne. Vous voyez ce que je veux dire, non ? C'est pas forcément la même chose non plus. Et je ne sais pas si c'est suffisant donc d'avoir une ascendance maternelle de l'île de Minorque, et je ne sais pas si c'est suffisant pour parler d'une ascendance espagnole, si vous suivez mon esprit. Néanmoins, c'est clair que c'est peut-être un chemin que d'autres n'ont pas, hein, pour arriver à une certaine identité espagnole. Moi, je crois davantage au contact avec les amis, je crois davantage à cette Espagne littéraire lue et vécue à travers les textes. Parce que c'est vrai qu'il n'y est jamais allé, outre ce voyage justement aux Baléares, mais quand il voyage aux Baléares, il ne se rend pas justement à Minorque. Oui, les Minorquins se sentent très lésés quelque part à cause de ça. Voilà, il va juste à Majorque et à Ibiza, mais il ne va pas à l'île de Minorque. Et ça, c'est un petit peu quelque part, c'est gênant. Et bon, c'était pour des raisons tout à fait personnelles. Ça n'a aucun rapport avec la famille, en plus. Hein. Voilà, donc c'est davantage l'Espagne lue et vécue à travers ses lectures qui va développer cette image, cette représentation de l'Espagne, qui va devenir donc une Espagne idéologique finalement, à travers ses connaissances, à travers cette défense des républicains espagnols. C'est ici, je crois que effectivement j'ai mis, c'est un peu tout petit, on voit pas très bien, mais si, voilà, à la version espagnole du premier homme, donc, hein, ça a été traduit très rapidement, et El primer hombre. Et vraiment, c'est le texte actuellement que je conseille le plus pour les étudiants ou les personnes qui demandent en Espagne, voilà, quelle lecture vous recommandez de Camus pour connaître Camus ? Le premier homme. Et en plus, c'est vrai qu'on y voit cette présence d'autres identités, l'espagnol en particulier, mais d'autres identités, hein, dans sa formation, en fait. Et comment la culture française passe, c'est vrai, à travers l'école, c'est inévitable, mais il y a d'autres choses autour de lui. Et ça, on le voit très bien dans Le premier homme, alors qu'on ne le voit pas forcément dans d'autres textes d'Albert Camus. Voilà, donc ces lectures sont surtout des lectures des classiques, et démonstration avec ce colloque, bien entendu. Et peu à peu, ce qui se forme, c'est cette image d'une terre, effectivement, de révolte et d'exil. Alors, le sentiment d'étrangeté chez Camus existe, il apparaît effectivement, mais ce n'est pas un sentiment qui crée une incommodité, c'est un sentiment qui est reconnu, accepté. On sait qu'il y a des éléments d'étrangeté chez tout le monde finalement, et j'ai écrit que c'est un sentiment revendiqué pour accentuer parfois les erreurs d'interprétation qui disent qu'il se sent étranger à cause du livre de l'étranger, non ? Il se sent très étranger, il se sent rejeté, etc. Mais bon, voyons voir, mais analysons
les étapes, si vous voulez, les scènes, le rejet de cette étrangeté est tout à fait relatif. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Et je pense que c'est aussi ces origines multiples, si vous voulez, qui l'entourent, qui font que, malgré ce qu'on a pu dire de lui, il n'y a pas vraiment, au contraire, il n'y a pas un rejet du tout de l'étrangeté ou de l'étrangéité. Et que, voilà. Ça rejoint, si vous voulez, pour moi, cette manière d'être réceptif à ces variétés, à ces différences. Ça rejoint ces images de la Méditerranée qu'on peut associer aux idéaux libertaires. Hein, c'est comme ça. Voilà. Comment est ce paysage espagnol qui est idéalisé, qui est un paysage imaginaire? Alors là, on va... D'abord, je vous propose ici, j'allais dire, on va retrouver Nada, pas encore. D'abord, je vous propose ici cette citation de la postérité du soleil, et qui est pour moi un texte très dense, parce que c'est une sorte de concentré poétique, des aphorismes poétiques extraordinaires, et qui parle de cette Méditerranée, de cette image de la Méditerranée. Et bien sûr, l'Espagne est en partie cette Méditerranée. Elle fait partie et elle forme la Méditerranée. Elle participe à la formation de cette Méditerranée d'Albert Camus. Donc, voilà cette citation où on voit comment est décrit ce paysage imaginaire. Sur les terres du soleil, août éteint les couleurs, mais le froid resplendit, le ciel est bleu de neige. Été noir, hiver d'or, la vraie force a deux visages. Et ici, ce qui me semble plus révélateur, c'est constamment cette structure dichotomique qui se met en place. Et c'est ainsi que vont fonctionner presque toutes les descriptions. Mais attention, parce que, et on le voit bien ici, c'est que ce sont des structures dichotomiques qui ne veulent pas dire antagoniques. Ça veut dire qu'on a besoin des deux éléments. On a besoin des deux éléments et on a besoin d'une dynamique entre ces deux éléments. C'est pas les deux éléments s'opposent et non, c'est vraiment la vraie force a deux visages. Il y a une autre dans un entretien célèbre, il y a une autre citation dans ce sens-là qui dit, Camus dit, nous savons bien nous autres hommes du Sud que le soleil a sa face noire. Bon, ben, c'est la même idée. Hein. Il y a forcément dans une pièce les deux faces, la face lumineuse et la face noire. Et là, c'est la vraie force à deux visages, avec ces couleurs qui ne sont pas forcément les premières auxquelles on pense quand on pense à la Méditerranée. Non, le bleu de neige, c'est un peu surprenant. Les étés noirs, on dit, je voyais plutôt lumineux jaune. Donc voilà, c'est un peu choquant, justement. Et je crois que c'est là où on voit cette complexité, cette richesse de ces dichotomies qui peuvent être présentées comme des titres de entre oui et non, dedans, dehors, enfin, mais après ça, on voit qu'il y a ici beaucoup plus que ça. Alors j'en arrive à l'état de siège, et qui appartient donc au cycle de la révolte. Ça, je ne sais pas si ça a déjà été dit, mais enfin, j'espère que tout le monde est au courant. Le premier cycle est celui de l'absurde, avec donc la pièce de théâtre Caligula et le roman de l'étranger et le mythe de Sisyphe. Et là, pour l'état de siège, on peut retrouver un peu la même structure, et donc à savoir que nous avons comme roman La Peste, et comme essai, bien sûr, ça serait L'homme révolté, hein, qui viendrait faire cet équilibre. Et le troisième cycle, ce serait celui de l'amour ou de la mesure. Le titre n'était pas encore défini quand Camus faisait cette répartition en cycles. Et donc, l'état de siège appartient à la révolte. C'est vrai que Camus a fait cette division, c'est vrai que c'est utile pour parler de chacun de ces éléments, de l'absurde, de la révolte, de la mesure. Mais d'un autre côté, si on y pense, on se rend compte que déjà, dans Caligula, ça c'est peut-être plus évident encore, d'accord, il y a de l'absurde, mais enfin il y a de la révolte, et c'est justement son mouvement de révolte initial qui déclenche toutes les situations postérieures dans cette pièce de théâtre. Donc, et après,
justement, peut-être que la conclusion va dans le sens de tu as raté la mesure qu'il faudrait peut-être rechercher. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que même si Camus avait divisé comme chronologiquement sa production en 3 cycles, on va retrouver les caractéristiques de tous les 3, de tous ces 3 cycles, dans chacun d'eux. D'accord ? Bon. Alors, je reprends, c'est toujours une bonne référence, le texte de Jacqueline Lévy-Valenzi à propos de l'état de siège, qui disait que c'est une œuvre véritable aux richesses étonnantes. Alors, c'est quand même 2 adjectifs importants. Véritable, on est ici près de ces valeurs qui sont aussi défendues par des idéaux donc, libertaires, la vérité, la sincérité, l'honnêteté, etc. Et les richesses étonnantes, bien, on rejoint mes idées de scintillement et de complexité, etc. Et la révolte, elle est présente très clairement dans l'état de siège, avec Diego, bien sûr, et avec... j'ai mis Maria, je me suis trompée, je voulais dire Victoria, hein, je suis désolée. Petit lapsus. Ça, c'est assez évident. Et après, il y a aussi le cœur des femmes. Et pour moi, le cœur des femmes a une force exceptionnelle dans l'état de siège, qui nous parle justement d'une révolte tout à fait différente. C'est une révolte qui est basée sur cette force de la nature. On dit, bon, ben, chaque chose en son temps, il y a des cycles de la nature, on va résister, voilà la force, on résiste, on se révolte en résistant, et on va retrouver c'est pour ça que je te parle de symbole de la terre et de sa résilience, non ? Cette force de résistance qui permet de retrouver après une vie plus supportable. Alors, je vous lis rapidement les citations que j'ai reprises de l'état de siège parce qu'elles nous présentent bien. Celle-là, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà cité, mais je l'aime beaucoup. C'est le discours de la peste quand il s'installe dans Cadix et qui dit que jusqu'ici, vous mouriez à l'espagnol, un peu au hasard. Un mort par-ci, un mort par-là, celui-ci dans son lit, celui-là dans l'arène. C'était du libertinage. Mais heureusement, ce désordre va être administré. Une seule mort pour tous et selon le bel ordre d'une liste. Donc voilà, c'est l'ordre inhumain qui est opposé à cet ordre espagnol que la peste elle-même qualifie de libertinage. Et en fait, un ordre espagnol, le cœur des femmes nous le rappelle, qui est en accord avec la nature. Le peuple espagnol. Alors voilà, faire parler le peuple de la chair et de la fierté, c'est faire parler le peuple espagnol. Et Albert Camus dit aussi que cette pièce, l'état de siège, prend le parti de l'individu, de la chair, dans ce qu'elle a de noble, de l'amour terrestre, enfin. C'est comme ça qu'on peut en arriver à parler d'un décor mythique, si vous voulez, de l'état de siège, qui présente réellement cette force méditerranéenne et particulièrement espagnole dans ce cas-là, hein, avec ces décors. Et l'illustration que vous avez, c'est une peinture faite par un peintre espagnol après la lecture de l'état de siège. D'accord ? Bon, écoutez, comme il ne me reste pas du tout de temps pratiquement, je vais quand même vous montrer la liste rapidement de ce qui est la réception, je crois, pour faire un peu le penchant à ce que je dis, parce que c'est un peu plus connu. La réception, je la présente aussi en 2 temps. Une première partie, ce sont ces traductions et reconnaissances que les libertaires espagnols rendent à Albert Camus. Donc il y a très tôt, en 1966, il y a cet España Libre. Bon, et, je portais un exemplaire. Et avant, en 1958, il y a eu la Sangre de la Libertad. C'est dans les 2 cas un recueil d'articles et d'entretiens que font des libertaires espagnols et qu'ils traduisent donc de textes camusiens, en reconnaissance à tout ce que Camus dit pour l'Espagne et en faveur de l'Espagne libre. Et, donc déjà en 1958, évidemment, c'est publié en Amérique du Sud. Hein,
Pour La Sangre de la Libertad, c'est à Buenos Aires, et pour le España Libre, c'est au Mexique, les premières éditions. Voilà. Ça, c'est l'article qui s'appelle La Sangre de la Libertad, donc le sang de la liberté, où il est effectivement question du besoin de verser du sang pour parvenir à la liberté, tout simplement. Et ça, c'est encore un texte d'un libertaire espagnol qui vient rappeler que c'est grâce à Camus que les efforts, on va dire, de ces républicains espagnols est connu et reconnu, en tout cas en France. Et ça, c'est cet espíritu espagnol qui est présenté dans España Libre. Donc, c'est un article de Camus traduit en espagnol où il est question de cet espíritu espagnol comme la religion de Don Quichotte. C'est Camus lui-même qui en parle, de cette religion de Don Quichotte. Donc, ce personnage qui a des idées folles, mais courageuse et révoltée, différente, et voilà. Il y a eu l'année dernière, non, 2014, une étude de l'Université Complutense de Madrid, donc de 2 collègues de littérature française en fait, qui ont publié cette étude sur la réception du théâtre justement camusien. Et là, voilà, un petit résumé. C'est que les représentations commencent en 1955, et entre 1955 et 2015, il y a environ 35 pièces représentées. Ça peut être plusieurs fois, donc une quinzaine de fois le malentendu, c'est celle qui est le plus représentée, une douzaine de fois les justes. Pardon, non, je les ai écrites. Non, parce que sinon, je vais dire, voilà. Et le malentendu, une douzaine de fois Caligula, le reste, c'est les justes. Et alors, de manière très surprenante, l'état de siège, jamais, jusqu'en 2012, et seulement en Andalousie. Alors, on est très frustrés, vraiment très frustrés pour ceux qui aiment l'état de siège, que ce soit passé comme ça. Surtout que la date de 2012, c'était pas n'importe quoi, c'était justement pour célébrer le bicentenaire de la Constitution espagnole, d'accord, ouais, qui date donc de 1812. Et c'est vrai qu'elle a été présentée à Cadix, cette Constitution espagnole. Donc, c'était pas un hasard tout ça. Eh bien oui, mais l'état de siège, lui, ils l'ont représenté qu'en Andalousie, dans quelques villes, et on n'en a pas eu vent ailleurs, et voilà. Donc on n'a pas pu le voir avec David, on disait on va le voir, on n'a pas pu y aller. J'ai mis avant cette référence à cette relation avec le président du Conseil des ministres de la Deuxième République espagnole en exil, à savoir, Camus était en relation avec Santiago Casares Quiroga, qui était donc ce président du Conseil des ministres de la République espagnole en exil. Et c'est comme ça qu'il a connu la fille de ce monsieur qui était donc Maria Casares. Mais c'est vraiment parce qu'il était en rapport direct avec ce président du Conseil des ministres. Et ici, la citation que j'ai indiquée, c'est tout à fait d'un autre ordre, c'est celle d'un critique qui écrit en 1958 que les œuvres de Camus, il ne faut peut-être pas en abuser pour aller les voir. Hein. Donc c'est après le prix Nobel. Donc on parle un petit peu de Camus, parce qu'il y a eu le prix Nobel quand même en Espagne. Et bon, et alors ce critique-là, ce que je veux dire, c'est qu'il souligne la dimension en fait religieuse, et surtout donc religieuse de l'œuvre de Camus. Et c'est à cause de ça que les critiques officielles, on va dire, qui étaient permises et autorisées à ce moment-là, ne soutiennent absolument pas Camus. Et il dit quelque chose comme ça, je l'ai traduite, on a la version en espagnol. Donc ces œuvres ne doivent être représentées qu'à des hommes, donc devant des hommes qui pourraient en extraire en conscience un bénéfice, hein, des personnes qui savent comprendre ce qu'elles voient. Sinon, c'est pas la peine, et seulement des hommes. Les femmes, évidemment, c'est pas la peine. Donc voilà, je ne sais pas si on essaye de faire ça pour entendre la voix de Camus ici. Ça va pas marcher ? Ça marche pas, d'accord.
il y a un texte qui s'appelle, comme ça sur YouTube, vous le trouvez, donc c'est le discours qu'a prononcé Camus devant des réfugiés espagnols le 22 janvier 1958, ça s'appelle son testament politique. Et voilà, donc il comprend que ses actions en tant qu'écrivain ne peuvent être intéressantes que dans la mesure où elles défendent cette liberté et qu'il ne comprend pas autrement son travail. Hein, il parle de son travail et son rapport avec la liberté, etc. Voilà, donc j'insiste pas plus.